Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire. Je vous propose, on va attendre encore une petite minute, il y a encore quelques participants qui sont en train de se connecter. On ne va pas attendre trop longtemps parce que là on est sur un schéma court, donc on va quand même respecter les délais qu'on s'était donnés. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, on va démarrer, les derniers nous rejoindront en cours. Donc encore une fois, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit webinaire qui concerne le protocole de sécurité. Donc nous sommes deux agents de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons vous présenter donc ce webinaire. Nous faisons partie d'un programme, nous déployons un programme régional mis en place par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté qui est en lien avec cette thématique. Donc on va revenir un petit peu dessus après pour étayer tous nos propos. Donc Olivier Crémachy, moi-même, et puis donc Béatrice Guillon, qui partageons ce programme. Avant de commencer, très rapidement, quelques éléments pour que vous ne soyez pas forcément perdus avec l'outil. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez à votre disposition différents onglets, donc ça on vous laisse voir. Un qui est important, si vous avez des questions à nous poser, donc n'hésitez pas à les poser via le chat, donc question de chat qui est à votre disposition. On vous y répondra au cours de la présentation en fonction du type de question. Et puis de toute façon, on va s'octroyer à la fin de la présentation qui va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes, au moins 10 minutes de réponse aux questions qui auront été posées. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et si on ne peut pas y répondre aujourd'hui, on y répondra ultérieurement. De toute façon, on a vos adresses mail pour y répondre individuellement ou collectivement. Donc ça, et puis au cas où certains rencontrent des problèmes de son, vous avez la possibilité de passer par la version audio de ce webinaire. Donc dans ce cas-là, vous revenez vous êtes sur votre panneau de configuration. Dans la partie audio, vous cliquerez sur appel téléphonique et donc vous aurez les indications qui vont s'afficher que vous retrouvez ici pour pouvoir écouter ce webinaire donc en version audio. On va couper nos cams pour voilà, comme ça sera plus simple pour la suite pour présenter donc ce webinaire, rentrer maintenant un peu plus dans le détail. Donc je vous parlais tout à l'heure d'un programme régional mis en œuvre donc par la Caisse régionale donc Bourgogne-Franche-Comté. Ce programme concerne une centaine d'établissements dans lesquels on a fait un état des lieux qui sur trois thématiques prioritaires que l'on avait identifiées, donc l'analyse des accidents du travail et la sécurisation des zones de chargement-déchargement. Donc ça fait lieu de deux webinaires qu'on a présentés mardi. Et puis un troisième axe prioritaire qui concerne donc les protocoles de sécurité donc pour ces opérations de chargement et de déchargement. Ce qu'on a pu constater de façon générale, encore une fois, on n'est pas sur les cas particuliers, c'est quand même des protocoles de sécurité souvent incomplets, alors que ce soit sur le fond ou sur la forme, on reviendra dessus un petit peu après. Et ce qu'on souhaite, encore une fois, de façon très rapide, vous présenter aujourd'hui, ce sont plutôt des bonnes pratiques pour vous aider à aller un petit peu plus loin dans ces thématiques, et puis des outils également dont on vous parlera, pas forcément les présenter en détail, mais dont on vous parlera pour améliorer, encore une fois, ces protocoles de sécurité. En premier lieu, donc la notion de protocole de sécurité, on va parler des protocoles pour les opérations récurrentes, donc c'est-à-dire celles qui sont connues, identifiées et répétitives quelque part, avec un objectif qui sera commun pour tous les types de protocoles de sécurité, c'est vraiment de définir, d'anticiper, de préparer ces opérations de chargement, déchargement pour qu'elles se passent en sécurité, donc sur toute la démarche qui est en lien avec ces opérations. Donc ça sous-entend de fournir les indications, les informations nécessaires pour réaliser ces opérations, encore une fois, en sécurité. Alors, qui est concerné dans ce type de document? L'entreprise d'accueil,
et l'entreprise de transport. On est vraiment sur une coactivité, là, on est sur des actions qui mettent en œuvre les responsabilités et les connaissances de chacun. Donc, encore une fois, entreprise d'accueil, entreprise de transport, en général, ces éléments vont être issus des analyses des risques des deux entités, pardon. Quand, à quel moment on va préparer, mettre en œuvre ces protocoles de sécurité en amont des opérations? C'est assez évident, hein, on est en prévention, donc ça veut dire qu'il va falloir anticiper, donc préparer ces actions et ces informations en amont. Comment? Alors, un échange préalable entre les deux entités, je vous le disais tout à l'heure, hein, les deux entités connaissent leurs activités, connaissent leurs difficultés. Donc l'idée, c'est de mettre en commun ces difficultés pour traiter la situation spécifique liée à l'opération de chargement-déchargement. Donc un échange préalable, alors idéalement sur les lieux de la situation de travail, mais à minima à distance, hein, pour échanger. Une analyse des risques de l'opération, comme je vous le disais, hein, en toute logique, chaque entreprise a l'évaluation des risques liés à ses activités. Donc l'idée, c'est de mettre quelque part en commun ces évaluations des risques et de traiter encore une fois spécifiquement l'opération de chargement-déchargement qui est en cause. Et un élément important, hein, opération de chargement-déchargement, ça sous-entend dès l'entrée sur le site de l'entreprise d'accueil jusqu'à la sortie du site de cette même entreprise. Hein. C'est pas juste, je sais pas, une mise à quai ou des choses comme ça. Comment? Donc on continue avec bien sûr la définition des mesures de prévention nécessaires et puis la formalisation d'un protocole de sécurité. Donc on parle bien d'un document établi, d'un document écrit, hein, qui peut être, qui sera signé par les deux parties et qui sera connu des deux parties et à disposition des deux parties. Quels sont les éléments, quelles sont les indications qu'on va retrouver dans ces protocoles? Alors, je dirais, il n'y a jamais rien d'exhaustif, hein, ce sera aussi à construire, peut-être selon vos habitudes, selon les documents déjà préétablis dans l'entreprise, mais à minima, donc on doit retrouver les éléments qui sont spécifiés sur cette diapo, raison sociale et signature, horaire d'accueil, hein, encore une fois, ce sont des éléments qui sont primordiaux. Le type de marchandise, que ce soit sur la nature, le conditionnement, le poids, il est établi qu'un protocole de sécurité sur une opération récurrente est lié à un type de marchandise. Donc si la nature, si le conditionnement change, logiquement, on doit établir un nouveau protocole ou un autre protocole de sécurité. On va retrouver les types de véhicules qui peuvent avoir leur incidence. Est-ce qu'il y a un haillon? Est-ce que ce sont des porteurs? Est-ce que ce sont des semis? Voilà, donc les types de véhicules. Les matériels de manutention pour réaliser les opérations de chargement. Est-ce que c'est du matériel embarqué, donc fourni plutôt par les transporteurs? Est-ce que c'est du matériel mis à disposition par l'entreprise d'accueil? Quel type de matériel? Quelles compétences nécessaires pour l'utilisation? Les consignes de circulation et le plan associé, encore une fois là, on est vraiment dans la situation, l'entreprise d'accueil dans sa globalité. Alors on verra, il y a une diapo après qui précise un petit peu cette notion du plan de circulation. Le déroulement de l'opération, ça c'est quelque chose qui fait souvent défaut. Qui fait quoi? Est-ce que c'est le transporteur, enfin donc le conducteur? Est-ce que c'est un agent de l'entreprise, un salarié de l'entreprise? Voilà, hein, ce sont des choses à prédéfinir. Les risques liés les risques liés aux différentes opérations et les mesures de prévention définies donc qui leur sont associées. Je vais prendre pour exemple, je sais pas, un conducteur qui observe, qui assiste à l'opération de chargement ou de déchargement. Qu'est-ce qui est défini dans le protocole pour garantir sa sécurité pendant qu'il observe, pour pas être au milieu, je vais dire, au milieu des chariots ou des engins de manutention qui manœuvrent. Voilà, donc ça aussi sera quelque chose à établir. Et puis donc les consignes de sécurité en cas d'incident ou d'accident, voilà, qui je préviens, où je dois me diriger pour prévenir quelqu'un, voilà, tous ces éléments. Au travers de ces éléments, on voit bien toute l'importance, la nécessité d'anticiper pour que, en gros, j'arrive dans l'établissement, je ne connais pas l'établissement, j'ai déjà quand même les règles principales et majeures pour pouvoir réaliser l'opération que je dois réaliser avec le maximum de sécurité.
On a parlé donc juste avant du plan de circulation. Encore une fois, hein, là on est vraiment aussi dans l'anticipation. On peut se mettre à la place d'un conducteur qui ne connaît pas du tout les lieux en arrivant sur site. Au regard déjà de ces éléments, alors complétés par des indications sur site, c'est évident, hein, du marquage, de la signalétique. Au regard de ces éléments, voilà, j'aurais déjà une vision, une prévision quelque part des sens de circulation, où je dois aller, où je dois me stationner en attente, et ainsi de suite. Donc tous les éléments qui peuvent être nécessaires, mais de façon, encore une fois, très simple quelque part. Il faut éviter de surcharger pour que ça reste lisible par l'ensemble des personnes. Donc voilà un petit peu sur le côté protocole pour les opérations récurrentes. Et puis maintenant, donc on va parler plutôt des opérations simples, enfin, ponctuelles. Et là, je vais laisser la parole à Béatrice. Merci Olivier. Effectivement, donc pour les opérations ponctuelles ou les opérations pour lesquelles on ne connaît pas le prestataire à l'avance, on parle là de protocole de sécurité simplifié. Donc l'objectif de ce protocole de sécurité simplifié est de fournir les informations minimum à la réalisation en sécurité des opérations de chargement ou de déchargement. Donc ce protocole est utilisé donc essentiellement lorsque le prestataire n'est pas connu à l'avance et que l'échange d'informations a donc lieu directement sur le site d'accueil juste avant l'opération. Donc la concertation ici va donc s'établir entre l'entreprise d'accueil et le conducteur directement. Alors pour ce faire, il faut donc organiser un accueil physique du conducteur dès son entrée sur le site d'accueil, pendant lequel vous allez lui remettre le protocole de sécurité simplifié afin de lui expliquer et qu'il en prenne connaissance, qu'il le complète également et le signe. Alors il est important aussi d'annexer à ce protocole de sécurité simplifié le plan de circulation qui vous a été dont un exemple vous a été présenté juste avant, pour permettre au conducteur de s'orienter donc sur votre site. Autre élément important, c'est que ce protocole de sécurité doit également exister dans les différentes langues, en fonction de la nationalité des conducteurs qui se présentent dans votre établissement, bien entendu. Donc, tu peux maintenant passer à la suivante. Donc, un exemple de protocole de sécurité simplifié. Vous retrouverez un exemple sur le site de la CARSAT qu'on vous présentera après ou sur le site de l'INRS. La remontée des informations. Alors, ce qu'on vous recommande aussi, et c'est également ce qu'on a pu observer dans certaines entreprises sur le terrain, on vous recommande de définir et de formaliser une procédure de gestion des remontées d'informations qui vous permettent d'exploiter les éventuelles dérives qui pourraient être constatées entre les éléments d'information qui sont contenus dans le protocole de sécurité et la situation de travail rencontrée donc en réalité. Donc ces informations, elles peuvent être remontées soit par le conducteur à son entreprise de transport ou soit par les salariés de l'entreprise d'accueil vis-à-vis d'un conducteur de l'entreprise de transport qui vient charger ou décharger. Donc, ces remontées d'informations, bien entendu, elles se font lors des opérations de chargement-déchargement, pendant ou après. Et il y a différentes manières de pouvoir réaliser ces remontées d'informations. Donc là, on vous a mis juste quelques exemples. Il peut s'agir, par exemple, d'un outil de suivi des anomalies. Donc cet outil de suivi, on l'a généralement observé dans les entreprises d'accueil, où vont être reportés dans cet outil la date et l'heure de l'événement, le nom de l'entreprise de transport, la plaque d'immatriculation du véhicule, le type de l'anomalie, enfin voilà un outil de suivi en fait qui va permettre d'enregistrer
les différents éléments pour permettre à l'entreprise d'accueil de transmettre à l'entreprise de transport donc les informations qui se sont passées. Un autre type d'outil, c'est ce qu'on appelle la fiche de remontée des informations du conducteur. Donc là, on se place plutôt côté entreprise de transport. Donc c'est un outil qu'on a développé dans le cadre du programme de prévention régionale que vous trouverez également donc à disposition sur le site de la CARSAT. C'est un outil, une fiche qui va vous permettre très simplement de décrire l'événement qui s'est produit, le lieu et le risque encouru par le conducteur et qui va permettre de pouvoir du coup alerter et enregistrer les anomalies. Donc là, plutôt du conducteur vers son entreprise pour qu'elle puisse après faire le lien avec l'entreprise d'accueil. Alors, outre ces outils voilà, qui sont plutôt des supports papier. Vous avez également des applications numériques, donc un peu plus modernes, qui vous permettent également d'alerter et d'enregistrer donc des situations de travail dangereuses ou inhabituelles. Donc on vous en a cité deux ici. Vous avez l'application Risk Reporter, qui est une application gratuite, téléchargeable sur smartphone, que ce soit Android ou Apple. Donc cette application, elle va permettre de vous enregistrer et de photographier et d'expliquer en toute simplicité en fait la situation rencontrée. Donc via une photo, via une description de la situation, le risque auquel on a été exposé, et ça va permettre, on va pouvoir transmettre de manière automatique cette information-là à son responsable ou au service concerné. Tout dépend de vers qui on veut orienter cette information. Donc ça permet voilà, de pouvoir tracer, d'avoir une traçabilité des anomalies qui peuvent être rencontrées. Et puis la deuxième application donc, qui s'intitule Vésuve, c'est une application qui est développée donc, par Novelios, qui est en cours de test, notamment en région Bretagne, et qui permet également, dans le même typologie d'enregistrement que l'application Risk Porter, mais voilà, c'est une autre application qui, celle-ci, est téléchargeable aussi sur ordinateur, tablette, voilà, au-delà du smartphone. Donc voilà pour ces exemples d'outils. Vous aider, vous accompagner donc dans la gestion et l'exploitation donc de ces protocoles de sécurité. Vous pouvez retrouver donc des exemples, des modèles de protocoles de sécurité sur la page web Opération chargement-déchargement sur le site de la CARSAT. Donc dans l'onglet en entreprise, thématique en prévention, vous avez donc sur les thèmes transversaux, opération de chargement-déchargement. Et là, vous retrouverez donc un certain nombre d'informations et de liens vers des documents pour vous accompagner. On vous a également mis ici donc la brochure ED 941 qui s'intitule Intervention entreprise extérieure que vous retrouverez sur le site de l'INRS et dans lequel est également donc mentionné donc le protocole de sécurité et des exemples donc de protocoles. Voilà pour ce qu'on voulait vous présenter de manière assez succincte, mais pour vous permettre de cadrer un petit peu donc le protocole de sécurité. Voilà, on a fini avec la présentation. Merci Béatrice. On vous propose de répondre aux questions qui ont été posées, ou en tout cas en partie peut-être, encore une fois, comme je vous l'ai dit au départ, si on ne peut pas répondre à toutes les questions de façon orale, de toute façon on vous y répondra par écrit, individuellement ou collectivement. Je vais rebondir tout de suite sur une question qui est en lien avec la dernière présentation et notamment la référence au document de l'INRS ED 941. Puis il y a une question sur ces deux protocoles, sont-ils des obligations réglementaires? En fait, on est dans le cadre, alors peut-être que ça va vous parler un petit peu plus, on est dans le cadre de la coactivité, donc de l'intervention d'entreprise extérieure, donc coactivité entre deux ou plusieurs entreprises. Et dans ce cadre-là, vous avez une obligation de plan de prévention
au sens très large. Et quelque part, le protocole de sécurité n'est qu'un plan de prévention spécifique dédié aux opérations de chargement-déchargement. Donc il y a effectivement une obligation réglementaire de préparer, d'anticiper la coactivité de plusieurs entreprises. Donc on est bien sûr du réglementaire. D'autres questions. Donc, si nous n'avons pas de retour des protocoles de nos clients, qui en est responsable SVP? Alors, notion de responsabilité, une notation un petit peu juridique derrière. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a énormément de jurisprudence à la suite d'accidents du travail qui mettent en cause les uns et les autres, alors que ce soit le transporteur, l'entreprise de transport et l'entreprise d'accueil au sens large, sur la base de documents qui ne sont pas établis ou sur la base de documents qui ne sont pas erronés et qui mènent très souvent à la reconnaissance d'une faute inexcusable, du fait que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître les situations de travail et qu'elles n'ont pas été anticipées ou traitées suffisamment. Donc effectivement, alors cette problématique-là, malheureusement, on l'a constaté et on la connaît très bien. Les échanges sont très compliqués à récupérer les protocoles, à gérer les protocoles. On sait que c'est assez lourd. Malheureusement, voilà, c'est quelque chose qui est quand même primordial pour la sécurisation de ces opérations. Donc on vous encourage à essayer de déployer encore plus, encore une fois, tout en ayant conscience quand même des difficultés que ça représente pour vous. Autre question, il n'y a pas de délai, s'il n'y a pas de modification du protocole, donc quelque part s'il n'y a pas de modification, alors dans ce cas-là on parle de la situation de travail. Effectivement, le protocole, tant qu'il n'y a pas un des critères qui bouge dedans, il est considéré comme toujours effectif. Ça sous-entend qu'il n'y a aucun des critères qui bouge. Dans l'approche très dure, quelque part, entre guillemets, du protocole, il faut qu'il n'y ait aucun critère qui bouge. À partir du moment où il y a un critère qui bouge, c'est un autre protocole de sécurité. Donc, au même rythme, quelque part, un petit peu que l'évaluation des risques, avec sa mise, ou document unique avec sa mise à jour annuelle, on vous engage quand même, à minima, à vous poser la question globale, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées, est-ce que ça peut impacter le protocole? Alors, une question, bonjour, comment faire si la livraison concerne un particulier? Donc effectivement, tout ce qui va être organisation sur le site du particulier, c'est quelque chose qui ne pourra pas être réalisé. Néanmoins, vous avez donc toute la responsabilité de permettre à votre salarié qui va livrer chez le particulier, de lui permettre de livrer en toute sécurité, c'est-à-dire peut-être d'avoir un matériel de manutention embarqué pour lui permettre de décharger en sécurité, de travailler sur le véhicule, le matériel de manutention, l'organisation au sein du véhicule, tout ce qui peut être mis en œuvre pour sécuriser les opérations de chargement, de déchargement plutôt, dans le cas des particuliers, doivent être mis en œuvre par vous-même. Après, il y aura juste effectivement le lieu du particulier où là, vous n'aurez pas la main effectivement sur ça. Mais tout ce qui est en amont de préparation, ce sera à mettre en œuvre par vous-même. Donc vous avez déjà un certain nombre quand même d'actions que vous pouvez mener pour sécuriser les opérations, même si c'est chez un particulier. Pour Tu voulais rajouter compléter quelque ce que vient de chose? dire Béatrice, donc pour compléter ce que vient de dire Béatrice, parce que c'est des choses qui se mettent en œuvre. Je pense notamment à des entreprises dans la distribution de matériaux ou, au sens très large. Il y a quand même quelque chose dans la même philosophie un petit peu que cette anticipation des conditions d'intervention. C'est via vos commerciaux souvent qui prennent une affaire chez un particulier. C'est peut-être d'avoir une checklist, ne serait-ce sur les conditions d'intervention. On a, c'est des cas qu'on nous remonte assez régulièrement quand on en discute sur, on a prévu d'aller livrer chez un particulier, puis quand le camion il arrive, le camion il passe pas dans la rue parce qu'on est dans une configuration très particulière. Donc ça, c'est des cas qu'on peut tout à fait anticiper
encore une fois, hein, sur cette relation initialement commerciale, sur prendre quelques critères. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est au fond d'une impasse? Est-ce qu'il y a des câbles électriques au-dessus? Voilà, quelques éléments qui sont plutôt liés au bon sens que vous pouvez en remontée d'informations, hein, dans ce cadre-là, avoir pour préparer déjà votre mission. On n'est pas vraiment dans le protocole de sécurité au sens propre, mais on est dans la même philosophie quelque part. Donc une autre question, bonjour, s'il n'y a pas de changement sur le contenu, le protocole doit-il être fait chaque année? Donc je pense que tu as répondu hein, tout à l'heure sur cette question. Bon, y a pas de... Voilà, pas d'obligation si la situation de travail n'a pas évolué et qu'on est exactement dans la même configuration. Mais vous pouvez toujours vous poser la question tous les ans, ça fait pas de Voilà, mal. c'est ça. Toc, toc. À titre anecdotique, hein, mais bon, enfin voilà, j'aime bien donner des exemples régulièrement. Dernièrement, j'étais dans une entreprise où j'ai lu le protocole de sécurité qui faisait référence à, à la mise à disposition par l'entreprise d'accueil du matériel de livraison pour que le conducteur décharge lui-même ses véhicules. Or, bon, je posais une question parce qu'il y a quelque chose qui m'étonnait en cours de la visite et on m'a dit, ben, ça fait 3 ans que c'est plus comme ça. Maintenant, c'est nous qui déchargeons. Donc voilà, on est dans un délai où le protocole n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, il peut conduire à des difficultés pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Même si, c'est ce qu'on nous dit régulièrement, mais c'est toujours le même chauffeur qui vient, il connaît les lieux. Bon, c'est toujours le même, sauf le jour où c'est pas le même. Un point de vigilance aussi à apporter sur la base des constats, aussi des observations en entreprise. Quand vous appartenez à un groupe, c'est souvent qu'on voit un protocole de sécurité du coup groupe. Et régulièrement, il manque les adaptations en fait et les singularités en fait de chacun des sites. Parce qu'on a beau faire partie d'un groupe, il y a effectivement des informations qui peuvent être similaires pour l'ensemble des établissements du groupe, mais il y a toujours des singularités sur chacun des sites et c'est important d'adapter le protocole de sécurité à la situation réelle existante sur le site. Voilà, c'est un autre point de vigilance, hein. C'est souvent quelque chose aussi qu'on voit et il faut toujours adapter la situation de travail réelle. On va prendre une dernière. Oui, il y a 2 questions qui viennent de tomber, donc on va en prendre une. À partir de combien de livraisons doit-on abandonner le protocole simplifié? Alors, on n'est pas sur des règles établies, on rentre dans des choses un petit peu subjectives quelque part. Je dirais, on ne pourra pas vous reprocher qu'il n'y ait pas éventuellement un protocole pour des opérations récurrentes, s'il y a quand même le minima à l'accueil et que l'organisation dans votre entreprise, comme l'a décrit Béatrice tout à l'heure, prévoit un accueil dès l'entrée du site, avec la présentation des conditions de livraison en sécurité, la signature, la présentation du plan de circulation, on est déjà dans un minima qui est très acceptable. Après, la notion de récurrent, oui, on n'est pas sur quelque chose d'établi, mais je veux pas, ça me gêne de m'avancer en disant 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Je dirais c'est un petit peu à vous de le juger aussi, et puis d'entamer la relation avec le transporteur. A priori, je ne sais pas si vous êtes transporteur ou client quelque part, mais voilà. Donc il n'y a pas de règle établie, pour être très clair, sur une fréquence. Hein, mais à minima, de toute façon, il doit y avoir ces informations qui sont données. Hein. Le protocole de sécurité, voilà, on fait une séparation un petit peu entre les récurrents et le ponctuel, mais la philosophie reste la même. Et sur la deuxième question qui est tombée, existe-t-il une règle concernant qui a le droit de décharger le camion, notamment du fait qu'un salarié de l'entreprise qui accueille aille dans le camion pour décharger? Et quid en cas d'accident? Donc c'est comme vous a dit Olivier tout à l'heure, le protocole de sécurité, c'est une concertation, une négociation établie entre l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport. Donc il n'y a pas de règles
réglementation, réglementairement, est-ce que c'est le salarié de l'entreprise d'accueil ou le salarié de l'entreprise de transport qui doit effectuer le déchargement. C'est une concertation en fait entre l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport en fonction des organisations respectives. Il y a également des informations en fonction du contrat type qui existe entre les deux entités, entre les deux parties. Je pense par exemple souvent à la grande distribution quand on est sur des chargements de supérieurs à 3,5 tonnes, où c'est l'entreprise d'accueil qui doit effectuer le déchargement. Après voilà, ces informations de qui fait quoi sont vraiment issues d'une concertation entre l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport en fonction du contrat type qui existe entre vos deux entités. Voilà. Et puis, il y a cette notion justement voilà, de chargement supérieur ou inférieur à 3,5 tonnes qui rentre en ligne de compte. Alors, ensuite, il y a 2 questions qui viennent de tomber. Y a-t-il l'obligation de faire signer tous les transporteurs à chaque fois qu'ils viennent sur le site ou alors uniquement les livraisons exceptionnelles? Encore une fois, si on est sur un... Alors là, on va rentrer dans les 2 spécificités. S'il y a un protocole de sécurité qui a été établi pour des opérations récurrentes entre une entreprise d'accueil et un transporteur, et inversement, entre les deux, entre les deux entités, ben, ce document fait foi. Il n'y a pas obligation. Après, voilà, il peut y avoir des règles internes de signature à l'entrée ou d'identification à l'entrée pour savoir qui est sur site, comment ça se passe. Mais là, ça rejoint un petit peu ce qu'évoquait Béatrice, c'est très spécifique à chaque site, à l'organisation de chaque site. Donc il n'y a pas de règle établie par rapport à ça. Mais sans ça, voilà, le protocole de sécurité général, donc pour les opérations récurrentes, ça rejoint d'autres questions. S'il n'y a pas eu de modification, il est toujours de fait existant et opérationnel. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation en tout cas de faire signer forcément le conducteur qui arrive sur site. Après, on peut aussi s'assurer qu'il ait connaissance du protocole. Hein. Donc, ça peut être aussi s'il y a une barrière, s'il y a une zone, vraiment un pôle accueil à l'entrée du site. C'est pas forcément ce qu'on a sur tous les sites. Donc, ça peut être aussi ce type de verrou quelque part ou de validation des connaissances et des compétences de chacun, quoi. Donc voilà, c'est difficile encore une fois de vous donner des règles spécifiques. Alors après, on pourrait y répondre, mais il faut vraiment revenir sur la situation spécifique à votre établissement. Mais voilà, il y a cette notion de philosophie, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais la philosophie de l'approche pour se mettre dans les meilleures conditions. Donc une autre question concernant l'utilisation des moyens de manutention. Qui doit contrôler la mise à niveau de la formation du personnel de l'entreprise intervenant dans l'entreprise d'accueil? Donc là, j'ai envie de dire, il y a 2 niveaux de réponse en fait. Si c'est l'entreprise, si c'est le conducteur de l'entreprise de transport qui utilise son propre matériel de manutention qui est embarqué, c'est à son responsable de l'entreprise de transport, du coup, de s'assurer qu'il ait les compétences nécessaires pour manipuler donc le matériel de manutention et de lui délivrer les autorisations de conduite. Si par contre, c'est l'entreprise d'accueil qui met à disposition du conducteur un matériel de manutention pour effectuer l'opération de déchargement, dans ce cas-là, c'est à l'employeur de l'entreprise d'accueil de s'assurer que le salarié ait bien les compétences pour utiliser le matériel de manutention que vous lui avez mis à disposition. Voilà. Et puis, on va dire une dernière question, hein, voilà, comme on aura dépassé de 5 minutes, ça reste respectable. Si le chauffeur a un accident sur le quai du client, qui est responsable? Alors, je parlais tout à l'heure de jurisprudence, bon, je vais revenir déjà sur les bases. De toute façon, l'employeur du chauffeur donc, reste l'entreprise de transport, hein, donc
c'est déjà en partie elle qui va être responsable, ou en tout cas qui va être impactée par les coûts de l'accident. Donc ça, c'est un premier point. La notion de responsabilité, alors au-delà de il y a la responsabilité aussi juridique. Je faisais référence tout à l'heure à la jurisprudence sur la reconnaissance de faute inexcusable qui peut être imputée alors, soit à l'entreprise de transport, voire à l'entreprise d'accueil pour encore une fois, des défaillances dans l'organisation de l'accueil des transporteurs extérieurs. Et j'aimerais bien aller au-delà de cette notion de responsabilité, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Et on va, ce qu'on a beaucoup inculqué, incité à faire les entreprises dans le cadre du programme également, c'est de se rapprocher. Bon, on va être très clair, l'accident, on essaie de les éviter au maximum. C'est pas toujours le cas, ça, il y en aura toujours. Faut être très clair. Donc, c'est de rapprocher les deux entités, comme on en a parlé tout à l'heure, on en parlait en amont, de préparer pour que ça se passe du mieux possible. S'il y a un accident, c'est de se rapprocher, de se concerter à nouveau, ne serait-ce que pour faire peut-être évoluer le protocole. Il y avait peut-être des manques qui n'avaient pas été établis, pour faire donc évoluer ce protocole, pour échanger, pour voir ce qui pourrait être fait de mieux. Et ne serait-ce que ça, je dirais, permet de progresser, de travailler sur les deux tableaux. Donc effectivement, l'accident, la notion de responsabilité, de toute façon, ça reste un employé de l'entreprise de transport. Alors après, dans le cadre de la reconnaissance d'accidents du travail, il peut y avoir un recours contre tiers en fonction des situations et de ce qui a mené à l'accident du travail. Bon là, on rentre dans d'autres cas, mais voilà. Donc il y a la responsabilité juridique, financière, et puis la responsabilité, j'allais dire, peut-être un peu morale pour aussi faire évoluer les choses sur le point de vue de la prévention. Voilà, Oui, je pense qu'on a balayé l'ensemble des on a questions. fait, Oui. Il y avait juste une remarque ouais. en fait sur les présentations. Donc, j'avais répondu à tous, mais donc toutes les présentations ont été enregistrées. Donc les deux de mardi et puis celle-ci. Elles ont été enregistrées, elles seront mises à disposition donc au travers de la chaîne YouTube de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, mais on vous les enverra également par mail. Donc on attendait en fait que les trois soient passés pour vous envoyer donc les supports. Donc ne vous inquiétez pas, je réponds là plus précisément donc à la personne qui a suivi les trois. Et d'ailleurs, on vous remercie d'avoir suivi les trois. On espère que ça vous a été utile et vous recevrez du coup les supports de présentation sans aucun souci. Et puis une dernière petite info avant de vous quitter, donc je vous remercie aussi à titre personnel, ça va de soi. Donc quand on va mettre fin au webinaire, vous aurez deux petites questions qui vont apparaître. Donc on vous invite à y répondre. Ça nous aide aussi nous à voir éventuellement d'autres sujets et puis un petit peu comment vous percevez ce type d'intervention. Encore une fois, on vous remercie et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon appétit et puis à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et bon appétit, bonne fin de journée. Au revoir.